One of President Trump's hand-picked prosecutors is now out of a top job just hours after a federal judge called her bid to stay in office a charade. Attorney General Pam Bondi says Lindsay Halligan has left the U.S. Attorney's Office in the Eastern District of Virginia after a judge barred her from calling herself U.S. Attorney and warned she was defying a binding court order. Bondi announced Halligan's departure late Tuesday on social media, calling it a significant loss and blaming Virginia's 2 Democratic senators for blocking her confirmation. Certaines décisions judiciaires s'imposent non seulement par leur contenu, mais aussi par la manière dont elles modifient la logique habituelle de contrôle entre les pouvoirs. Le 17 janvier 2026, à Boston, la Cour d'appel du premier circuit a pris une initiative atypique dans le système juridique fédéral. La juge Martha Lening, qui a une expérience technique et une exposition publique rare, a choisi de lire intégralement sa décision directement à la tribune lors d'une séance ouverte au public, contrairement à la pratique habituelle qui consiste à communiquer par écrit. L'ordre du jour portait sur la tentative du président Donald Trump d'empêcher le Congrès d'accéder à des documents générés entre novembre 2020 et janvier 2021 en invoquant le privilège exécutif. La manière dont la magistrate a mené la déclaration, claire, articulée et délibérément publique, témoignait d'une intention qui transcendait la technicité juridique. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Selon l'argumentation lue d'une voix ferme par la magistrate, il n'y a pas de fondement constitutionnel suffisant pour préserver la confidentialité des actes exécutifs lorsqu'il existe des indices de détournement fonctionnel ayant un impact systémique. Cette formulation, soigneusement rédigée, a été citée par des analystes institutionnels comme un nouveau paramètre possible pour évaluer la frontière entre l'autorité présidentielle et le contrôle législatif. Bien que la décision n'ait pas dépassé le cadre du cas spécifique examiné, ces termes, et en particulier la manière dont ils ont été présentés, ont modifié le rapport de force entre les 3 pouvoirs à un moment électoral très sensible. La lecture publique et intégrale, devant la presse et les représentants du Congrès, a été interprétée comme un geste de transparence délibérée, qui transforme un avis technique en une manifestation de position institutionnelle. La réponse de la défense du président a été marquée par l'hésitation. Aucun communiqué n'a été publié dans les heures qui ont suivi, et aucune mobilisation immédiate n'a été observée dans les instances supérieures. Ce silence initial a été interprété comme un signe de fragilité stratégique. Des sources proches du processus ont indiqué que le noyau juridique de la campagne évaluait si le recours à la Cour suprême pourrait, paradoxalement, amplifier la portée de la défaite, en provoquant une réaffirmation du précédent par une instance encore plus visible. Une partie des documents divulgués comprend des notes de réunion non inscrites à l'ordre du jour officiel, des échanges de messages entre conseillers politiques et des avis internes sur des mesures d'exception dans des contextes civils, même si aucun de ces éléments, pris isolément, ne constitue une infraction. Leur ensemble soulève des questions importantes sur les limites de l'action présidentielle dans les moments critiques. La décision de la juge Lening ne se présente pas comme une rupture institutionnelle, mais comme un ajustement fin dans un engrenage dont la stabilité dépend précisément de la réaffirmation de ces contrôles. Son effet immédiat a été de relancer les discussions paralysées au sein du comité de surveillance de la Chambre, qui dispose désormais d'une base documentaire pour rouvrir les audiences sur l'utilisation de l'appareil fédéral dans les décisions d'intérêt politique. La divulgation de ces documents n'implique pas automatiquement des responsabilités, mais elle modifie le degré d'exposition de certaines décisions et change l'environnement politique dans lequel elles seront interprétées. Plus qu'un jugement, il s'agit d'un geste interprétatif sur le rôle de la justice dans les moments d'opacité délibérée. Au cours des derniers mois, d'autres tribunaux ont pris des décisions similaires dans leur portée, mais pas dans leur forme. La juge Lening a été la première, dans le cycle de révision actuel, à transformer la lecture en audience publique en un instrument de signalisation institutionnelle. En fonction de la réaction des autres tribunaux, cet épisode pourrait être retenu non pas pour la documentation en soi, mais pour la manière dont un principe, celui de la transparence républicaine, a été explicitement activé en pleine année électorale. C'est pourquoi il est essentiel de suivre ce type de mouvement pour comprendre comment le système réagit aux tensions cumulatives. Ce canal existe précisément pour offrir des analyses sereines et continues sur les moments où des décisions techniques façonnent, de manière presque imperceptible, les contours d'une époque. C'est dans ce contexte que d'autres instances du système commencent à s'aligner autour d'une nouvelle sensibilité
quant aux limites du secret présidentiel. La décision rendue à Boston n'est pas un cas isolé. Depuis le second semestre de 2025, différents tribunaux d'appel sont saisis de litiges qui tournent tous autour du même thème: la revendication de prérogatives exécutives pour empêcher le partage d'informations avec les instances de contrôle. Ce schéma a été observé, par exemple, dans le litige entre le ministère de la Justice et la commission d'éthique de la Chambre des représentants concernant des avis internes sur l'utilisation de résidences privées pour des réunions officielles. Il a également pris forme dans le procès, toujours en cours, sur les enregistrements des communications entre le président de l'époque et des représentants du secteur privé pendant les mois critiques de la pandémie, dont la divulgation partielle a déjà été autorisée par une décision collégiale à New York. À partir de là, ce qui se dessine est au moins une série de décisions isolées qu'une convergence jurisprudentielle. Dans toutes ces décisions, le langage utilisé par les magistrats révèle une préoccupation récurrente concernant l'utilisation extensive du privilège exécutif comme mécanisme d'opacité institutionnelle. Pour justifier la divulgation de documents, autrefois protégés, les juges ont invoqué des principes constitutionnels qui, bien qu'anciens, étaient rarement mobilisés avec une telle insistance, tels que le droit à la supervision publique des actes du gouvernement et l'intégrité de la mémoire institutionnelle. Ce changement, même s'il est encore naissant, commence à produire des effets tangibles. Les commissions législatives reprennent des enquêtes qui avaient été interrompues faute de preuves documentaires. Les procureurs généraux réévaluent la viabilité d'enquêtes paralysées par des obstructions à l'accès. Et les analystes du secteur juridique indiquent que nous sommes confrontés à un cycle de réinterprétation de la fonction présidentielle en temps de crise. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la décision de la juge Lenning a eu des répercussions au-delà des limites de son circuit. Dans les heures qui ont suivi la lecture, au moins 3 commissions du Congrès ont entamé des procédures pour demander officiellement les documents déclassifiés. La commission de l'administration publique, par exemple, a convoqué une session extraordinaire pour examiner les comptes rendus des réunions informelles qui ont eu lieu pendant la période de transition présidentielle. Le comité des affaires judiciaires a quant à lui demandé l'accès au mémorandum relatif à la consultation de juristes externes pour étayer les décrets fédéraux pris à la fin du dernier mandat. L'intérêt ne se limite pas au contenu lui-même, mais à ce qu'il peut révéler sur les modes de décision alternatifs qui ont échappé au radar institutionnel dans les derniers mois du gouvernement. Il ne s'agit donc pas seulement d'un conflit entre l'exécutif et le législatif, mais d'un mouvement plus large de rééquilibrage entre les pouvoirs. En permettant que des documents parviennent aux instances de contrôle, le pouvoir judiciaire ouvre la voie à une réarticulation des outils de supervision du système politique. Cela n'implique pas un jugement sur le bien-fondé des actes commis, mais la reconnaissance que le contrôle démocratique exige une visibilité, même tardive, sur les décisions ayant un impact collectif. Ce principe, bien qu'il ne soit pas nouveau, trouve une nouvelle application à un moment où les frontières entre l'intérêt institutionnel et la stratégie électorale sont devenues moins nettes. La Cour suprême, bien qu'elle ne se soit pas encore prononcée directement sur ce cas spécifique, a signalé, dans des votes récents, une tendance similaire. Dans une décision rendue en novembre de l'année dernière, relative à la confidentialité des rapports sur la sécurité numérique produits par les organes de la présidence, les ministres ont souligné que la protection de la confidentialité ne peut être utilisée comme bouclier pour éviter la responsabilité politique dans des contextes d'urgence prolongée. Même si la formulation était générique, elle a été interprétée comme indiquant une ligne argumentative plus ferme face aux allégations de privilèges qui dépassent leur portée fonctionnelle initiale. Cette série de mesures institutionnelles commence à dessiner un nouveau modèle d'exigence formelle. Les tribunaux inférieurs se sentent plus à l'aise pour appliquer des interprétations larges du droit d'accès. Les commissions législatives se montrent plus disposées à franchir des frontières qu'elles préféraient jusqu'à récemment contourner. Et de manière plus lente mais constante, certains secteurs de l'exécutif lui-même se montrent disposés à revoir les protocoles internes de classification des documents. Cet ensemble d'actions suggère que le litige autour des archives présidentielles n'est plus seulement une bataille juridique, mais qu'il est devenu un signe d'inflexion normative, pas encore consolidé, mais de plus en plus visible. C'est ce type de reconfiguration progressive, difficile à percevoir, dans le cadre traditionnel de la couverture politique, qui rend fondamentale l'existence d'analyses comme celle-ci. En suivant les couches moins visibles de décisions apparemment techniques, nous parvenons à comprendre les mouvements plus larges qui façonnent la dynamique institutionnelle du pays.
Il n'y a pas encore de position dominante parmi les juristes et les analystes de l'arrangement institutionnel quant à la portée concrète de la décision rendue par la juge Lenning. Un groupe important de constitutionnalistes soutient que cet épisode doit être compris comme une correction spécifique dans le cadre du fonctionnement attendu du système, dans lequel le pouvoir judiciaire n'a fait que réaffirmer l'application de règles déjà consolidées lorsqu'il a été confronté à des demandes de confidentialité fondées sur des motifs peu solides. Pour ce courant, l'élément pertinent de la décision n'est pas de créer un précédent de rupture, mais de renforcer, avec une précision méthodologique, le principe de transparence dans un contexte de tension croissante entre les pouvoirs. L'idée centrale est que, même face à des personnalités politiques de premier plan, le pouvoir judiciaire doit agir avec retenue technique et dans le strict respect de son champ de décision, en évitant les interprétations extensives qui altèrent l'équilibre institutionnel de sa propre initiative. A l'inverse, une autre interprétation voit dans cette affaire les signes d'un changement plus profond. Des spécialistes en droit administratif soulignent que l'ensemble des décisions récentes, rendues par différentes instances fédérales, révèlent un glissement progressif dans la manière dont le système juridique traite la protection historiquement associée à la figure présidentielle. Dans cette interprétation, la répétition des refus judiciaires de demandes de confidentialité fondées sur des justifications larges ou génériques indique que les tribunaux réagissent à une utilisation stratégique de la confidentialité, non seulement comme un mécanisme fonctionnel, mais aussi comme un instrument de blocage de l'information destiné à entraver la reconstitution factuelle des actes du gouvernement. Ainsi, la décision liée à la Cour de Boston est désormais considérée comme un signe institutionnel indiquant que la protection traditionnelle n'opère plus avec le même degré de prévisibilité et de force qu'auparavant. Le point le plus sensible du débat réside dans la manière dont les tribunaux appliquent alors le critère de l'intérêt public prépondérant. Pendant longtemps, ce principe a été mobilisé dans des circonstances rares et sous des justifications strictes. Aujourd'hui, ce concept apparaît plus fréquemment comme fondement pour autoriser l'accès à des informations auparavant protégées par le secret. Ce qui dépendait auparavant de démonstrations plus directes de risques concrets commence à être analysé selon des paramètres plus larges, tels que l'impact sur la mémoire institutionnelle, le devoir de reconstruction des décisions gouvernementales et la nécessité de comprendre les choix adoptés dans des situations de crise. Il n'est pas encore possible de déterminer si ce changement résulte d'une réorientation délibérée du pouvoir judiciaire ou d'une adaptation réactive face aux stratégies utilisées par d'anciens membres de l'exécutif. Dans les deux cas, un nouvel espace de controverse se consolide autour des limites pratiques du secret présidentiel. Selon des informations déjà rendues publiques, au moins 4 tribunaux fédéraux examinent des actions présentant des profils similaires, toutes susceptibles de produire des conclusions convergentes ou, au contraire, de structurer des interprétations incompatibles entre elles. Le conflit ne concerne pas seulement la destination finale des documents examinés, mais touche directement le pacte institutionnel qui organise la répartition du contrôle, des prérogatives et de la surveillance entre les pouvoirs. Certains magistrats ont adopté une ligne plus restrictive, défendant que les décisions d'ouverture des documents doivent être ponctuelles, liées à des justifications spécifiques et délimitées par des critères objectifs. D'autres, cependant, se montrent disposés à considérer qu'une accumulation d'obstacles documentaires, sur plusieurs fronts, peut constituer un problème systémique de responsabilité publique, même lorsque chaque épisode isolé tente de se présenter comme techniquement justifiable. Les analystes politiques sont également divisés quant à l'estimation des effets possibles sur l'environnement électoral. Une partie des consultants législatifs fait valoir que la divulgation des archives, si elle n'est pas accompagnée de mécanismes de responsabilité formels, tend à perdre de son importance dans le débat public et à se dissoudre dans le cycle habituel de l'actualité. D'autres observateurs soutiennent quant à eux que le simple accès à ces documents peut repositionner le débat institutionnel, modifier le répertoire des enquêtes futures et renforcer les lignes d'investigation, indépendamment de l'impact immédiat sur l'opinion publique. Dans les deux cas, un effet est déjà perceptible. Le pouvoir judiciaire reprend un rôle plus actif en tant que régulateur des limites informationnelles du pouvoir exécutif. Au Congrès, les secteurs concernés discutent de la manière d'intégrer le nouveau contenu aux enquêtes déjà en cours. Des dilemmes se posent quant à la manière d'équilibrer la lecture juridique du matériel et l'utilisation politique inévitablement associée à ce sujet. Des incertitudes persistent également quant à la réaction des alliés institutionnels du président, qui pourraient choisir d'intensifier la rhétorique de la persécution judiciaire, rendant difficile
la séparation entre enquête légitime et conflit politique. Dans ce scénario, chaque nouveau mouvement tend à être interprété de manière stratégique, avec un impact direct sur le rythme, l'orientation et la direction des travaux des commissions. L'hypothèse d'une judiciarisation supplémentaire reste d'actualité. Les avocats liés à la défense du président ont évoqué la possibilité de porter le litige devant la Cour suprême, afin d'obtenir une révision des critères d'interprétation appliqués par les tribunaux inférieurs. Selon le degré de réceptivité interne, cette voie pourrait soit consolider la tendance actuelle, soit imposer une contention institutionnelle. Néanmoins, la Cour suprême a, dans les derniers épisodes documentaires, évité les interventions de grande envergure, préférant des décisions techniques et limitées. Cette tendance pourrait se maintenir ou changer selon la manière dont le conflit sera cadré et le type de questions juridiques soumises à la Cour. Il existe également des divergences quant aux effets indirects de la décision. Certains observateurs estiment que la divulgation de documents internes, même partiels, pourrait alimenter d'autres fronts, notamment des enquêtes menées par les États et des procédures civiles en cours depuis 2020 et 1. D'autres soutiennent que ce lien n'est pas automatique et que toute utilisation dépendra de nouveaux cadres juridiques et de litiges spécifiques, ce qui tend à réduire les impacts politiques immédiats et à transférer les effets vers un domaine plus lent, technique et fragmenté. Dans l'état actuel des choses, le système reste en mouvement. Aucune issue n'est stabilisée et les prochaines étapes dépendront de l'interaction entre divers acteurs institutionnels, chacun opérant avec ses propres motivations, souvent contradictoires. Ce que l'on observe est moins une conclusion qu'une réorganisation progressive. La manière dont la décision de la juge Lenning sera citée, reproduite ou contestée au cours des prochains mois, devrait indiquer si le système s'oriente vers une réaffirmation de l'équilibre existant ou vers une redéfinition plus intense des frontières entre confidentialité et contrôle public au plus haut niveau du pouvoir fédéral. C'est en suivant ces débats interprétatifs encore en cours qu'il devient possible de comprendre le véritable déplacement du système. C'est pourquoi cette chaîne continue de suivre les développements institutionnels avec une attention constante, sans anticiper les conclusions, sans transformer les hypothèses en certitudes, mais aussi sans ignorer les signes cohérents des changements en cours.